Merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président tchadien est en Guinée. Cette visite d'amitié et de travail d'Idriss Déby Itno s'inscrit d'abord dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, mais aussi dans la dynamique de l'électrification du continent africain à travers le projet Initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. Alseni Diallo. Une semaine après le roi Mohamed VI, ce vendredi, c'était au tour du président tchadien de rendre visite au président en exercice de l'Union africaine. À sa descente d'avion, c'est le professeur Alpha Condé qui l'a accueilli sur le tarmac. Après l'exécution des hymnes nationaux, Idriss Déby Itno a échangé des poignées de main avec les chefs d'état-major de l'armée, des membres du gouvernement et les ambassadeurs accrédités en Guinée. Pour le chef d'État tchadien, la Guinée est un pays frère. Vous dire tout le plaisir que j'ai vraiment d'être à Conakry, capitale de la Guinée, un pays frère, et en particulier ici aux côtés de mon frère le président Condé. Je vais donc profiter de l'opportunité pour le remercier de m'avoir donné cette opportunité. Vous savez très bien qu'au dernier sommet de notre organisation, l'Union africaine, les pairs ont choisi le président Condé comme le président de l'Union africaine. Au-delà de ça, il a aussi un autre dossier important à gérer, celui de fonds verts, c'est-à-dire de l'électrification du continent. Donc, nous nous sommes déjà échangé lors du dernier sommet à 10 et nous nous sommes convenus de nous retrouver ici pour voir, examiner, disons, échanger d'abord dans le cadre bilatéral. C'est important. Vous avez vu le nombre de étudiants qui sont là, des étudiants italiens, ils sont plus de 500 en Guinée ici. Et dans le cadre bilatéral, nous pourrons voir en fait, disons, le domaine dans lequel nous pourrons coopérer, bien sûr. Pendant son séjour, il sera également question du continent africain. Vous savez que notre continent est un continent qui gère pas mal de crises. Et ça, cette direction, c'est sous sa responsabilité, bien sûr. Donc, cet élément nous permettra d'échanger sur les différentes crises que connaît le continent, examiner le dossier de l'énergie renouvelable, l'énergie verte en fait, disons. Certainement, nous allons nous pencher sur un dossier qui est déjà préparé par les techniciens et voir jusqu'où nous y sommes et qu'est-ce que nous pourrons évidemment faire et tracer une ligne assez précise pour les actions à venir en ce qui concerne la question de l'électrification de l'Afrique liée aux questions climat. Le président Alpha Condé et son homologue Idriss Déby Itno mettront l'occasion à profit pour assister à la deuxième réunion du conseil d'administration de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables qui s'est ouvert ce jeudi à Conakry. Le séminaire de 72 heures du Conseil d'administration de l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable est entré dans sa deuxième journée ce vendredi. Après le lancement de travaux par le président de la République, les experts nationaux et étrangers appuyés par les partenaires techniques et financiers ont consacré la première journée au bilan des acquis et l'établissement d'un plan de mobilisation pour accélérer les dispositifs déjà engagés depuis après la COP21 à Paris. Daouda Mohamed Kamara. La Guinée, pays coordinateur du projet d'électrification de l'Afrique à travers son président, est aussi le point de départ de plusieurs projets d'énergie pour les pays voisins. Cette place, la Guinée l'occupe grâce à ses potentialités environnementales, eau et forêt. Et pour le directeur national du programme Environnement et Développement Durable, cette rencontre de Conakry s'avère décisive. Les partenaires techniques et financiers doivent donner leur engagement effectif. L'heure n'est plus à la théorie, mais chacun doit concrétiser
ces engagements. Lors de cette réunion, les partenaires privés et d'autres partenaires bilatéraux ont eu à se prononcer sur leur politique en Afrique concernant la promotion des énergies renouvelables. À la rencontre des parties à la COP 21 à Paris, plusieurs engagements ont été pris par les puissances pour le financement du projet d'électrification du continent africain. L'Afrique aussi a promis la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Et de nos jours, selon professeur Sely Camara, la Guinée par exemple est bien dans la dynamique. Nous avons dit que nous allons réduire notre émission de gaz à effet de 13% d'ici 2030. Cela ne peut se faire qu'en faisant la promotion des énergies renouvelables. La Guinée a promis de produire 1650 MW d'hydroélectricité d'ici 2030. Nous sommes là-dessus. Il y a le barrage de Caleta, il y a le barrage de Swapiti. Tout ça, ça doit être mis en œuvre. Donc, nous cherchons alors des partenaires financiers. Comment assurer le cofinancement de ces barrages, sans compter les centrales solaires que la Guinée veut mettre en place. La Guinée, comme d'autres pays africains, sont certes dans la dynamique, mais attendent encore les financements comme promis. Mais à en croire le directeur du développement durable à l'Agence française du développement AFD, l'heure n'est plus celle de l'attente, mais plutôt des actions. 10 milliards d'euros vont être mobilisés d'ici 2020 pour les projets AREI. Les actes concrets sur le terrain sont déjà là. Il y a des projets qui sont approuvés, qui démarrent. La question c'est, à partir des projets qui démarrent, comment arriver à en faire émerger beaucoup plus. Les tendances sont certes aujourd'hui de soulager le déficit d'énergie en Afrique, mais pour le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée, le combat doit impliquer tout le monde et pas que les autorités, mais les citoyens aussi. Il y a beaucoup à faire. Les réseaux, notamment à Conakry, sont extrêmement vétustes. Il faut que les Conacricains aussi acceptent jouer les jeux. On ne pourra jamais améliorer durablement l'approvisionnement en électricité à Conakry si les branchements clandestins continuent. Si vous n'êtes pas chez vous, éteignez la lumière. Si vous n'êtes pas dans une pièce climatisée, éteignez le climatiseur. À ce jour, en Guinée, les agences affiliées à l'Union européenne sont fortement impliquées dans les financements pour une meilleure fourniture d'électricité en Guinée. Parlons toujours de cette deuxième journée de concertation, des engagements sont attendus. Ce vendredi, quelques pays comme la France, l'Allemagne et l'Union européenne annoncent des fonds d'appui pour la mise en œuvre du dit projet. Les précisions avec Aïssata Fofana. Lancée en 2015, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables entame les premiers travaux de sa phase opérationnelle. Au cours de la réunion de Conakry, les membres de l'ARE, avec les partenaires techniques et les bailleurs de fonds, vont sélectionner les premiers projets qui seront à développer. Déjà, pour le financement, l'espoir est très grand du côté de certains donateurs. Sokona Yuba est chef de l'unité indépendante pour la mise en œuvre de l'ARE. Il y a 10 pays qui se sont engagés à mettre à la disposition des pays africains 10 milliards de dollars pour soutenir le développement de cette initiative. La France est engagée à donner 3 milliards d'euros entre 2015 et 2020. L'Allemagne s'est engagée à donner 3 milliards d'euros entre la même période. L'Union européenne entre 1,5 milliard et ainsi de suite. Ces projets, au nombre de 14, sont en examen pour répondre au déficit énergétique des pays africains. D'abord 14 qui ont été sélectionnés, principalement dans le domaine de l'énergie solaire, à travers différents pays. L'ambition du projet et de Monsieur le Président est que tous les pays africains soient impliqués dans cette initiative et qu'au moins par pays, nous sommes 55 pays actuellement à l'Union africaine, que dans chaque pays on puisse dire que l'initiative a réalisé un projet, par exemple dans le secteur de l'énergie solaire, le vent, la micro-hydroélectricité, ainsi de suite. Un nouveau de soulagement pour les Africains donc, qui y voient en ce projet une lueur d'espoir pour réduire le taux de chômage, l'immigration clandestine, mais aussi pour favoriser un meilleur cadre de développement des pays respectifs du continent.
Les ministres de la fonction publique, de l'enseignement préuniversitaire et de l'environnement ont été installés ce jeudi dans leurs fonctions à Conakry. Les 3 nouveaux promus ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour relever les défis et être à la hauteur de la confiance placée en eux par le président de la République. Saloum Kondé nous fait le point. Cette installation des nouveaux ministres a commencé au département de l'environnement, des eaux et forêts. Dans son discours d'adieu, Christine Sagnon a étalé le bilan de son passage à la tête de ce département où les défis à relever sont encore énormes. Et pour la ministre entrante avec son équipe, Aïssatou Baldé promet d'y faire face. Pour relever ces défis, je me propose de mettre en place un programme qui sera appuyé par des actions urgentes à court et moyen terme. L'opérationnalisation de ce programme nécessite non seulement l'appui de nos partenaires au développement, mais aussi et surtout l'engagement participatif de tous les cadres du département. Après cette officialisation de la prise de fonction de Aïssatou Baldé, le secrétaire général du gouvernement a procédé à l'installation du ministre de la fonction publique, un des départements qui s'est heurté ces derniers moments à la grogne des enseignants. Là aussi, le sortant Sékou Kourouma, dans son discours, s'est félicité de ses acquis, mais la poursuite de ces réformes demande de la volonté précise. Le ministre entrant, Billy Nankouma Doumbouya. Le diagnostic dressé de notre administration à ce jour et les réformes envisagées au titre de la thérapie pour arrêter les maux, insuffisances et autres dysfonctionnements constatés démontrent à suffisance que les réformes engagées en Guinée par le gouvernement demanderont du temps, nécessiteront des efforts de longue haleine et beaucoup de volonté pour changer. Cette série de passations de services a pris fin au département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. À ce niveau, le ministre entrant a promis d'améliorer la qualité de la formation des apprenants dans les écoles. La nomination de ces 3 ministres, faut-il le rappeler, est intervenue quelques jours seulement après les événements qui ont secoué la capitale guinéenne, exigeant la reprise des cours dans les écoles. Baouri réintègre l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. C'est ce qui ressort de la sentence du tribunal de première instance de Dixine. Ainsi, le feuilleton judiciaire qui opposait le vice-président de l'UFDG au bureau politique du même parti a connu son épilogue ce vendredi. La décision expulsant Baouri a donc été annulée par le tribunal de première instance de Dixine. Une décision que son avocat qualifie de responsable. On écoute Maître Amadou Diallo. Je pense que c'est une décision responsable qui a été rendue aujourd'hui par la justice. Le juge a été très courageux, très audacieux. Il a résisté à toutes les pressions. Il a su se comporter en professionnel en rendant une décision impartiale et conformément à la loi. Cette décision doit être une leçon à tous les leaders de partis politiques, à tous les dirigeants de différents partis politiques. Désormais, ils doivent savoir qu'un parti politique ne se gère pas comme on gère une famille, sa propre famille. Quant aux avocats de l'UFDG, ils n'entendent pas baisser les bras. D'ailleurs, ils comptent faire appel dans les prochaines heures. Maître Alseni Aïssata Diallo est l'un d'entre eux. Il est au micro de Mamadou Alpha. On dépose la lettre d'appel aujourd'hui même pour que la juridiction de censure, la cour d'appel, dans un bref délai, réexamine ce dossier, annule en toutes ses dispositions la décision qui est prise aujourd'hui par le tribunal de première instance de Dixie. Je vous dis que l'appel est suspensif de l'exécution de cette décision. Le gouvernement guinéen, à travers le ministre d'État des Transports, vient d'annoncer l'arrivée très prochaine d'une autre compagnie appelée Guinée Cargo, un avion qui devra assurer le transport des produits frais et locaux vers divers pays. Une manière pour les autorités de promouvoir le secteur agricole en Guinée. Décryptage au Marceau. Depuis son accession à la souveraineté nationale, la Guinée n'a pas connu de compagnie aérienne pour le transport des produits du secteur agricole et celui de l'aquaculture. Un besoin que les autorités gouvernementales entendent satisfaire avec l'arrivée annoncée d'une autre flotte aérienne après Guinea Airlines. Il y a justement une autre compagnie qui va se charger du transport de nos produits frais. Vous savez, depuis l'indépendance, nous n'avons jamais connu une compagnie
guinéenne qui transporte les produits. Et le fait, c'est un fret aérien qui va transporter donc les bananes, les ananas et tout ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, qu'on peut récolter dans nos plantations. Pour le responsable du département des transports, cette ambition de doter la Guinée d'un avion cargo destiné pour l'acheminement des produits locaux est une manière pour l'État de donner une impulsion forte au secteur agricole qui constitue un véritable levier de la croissance économique. C'est pour promouvoir, n'est-ce pas, le secteur agricole. Donc aussi il y a les produits de pêche qui vont transporter des produits frais de Conakry directement vers l'Europe. Voilà. Et très bientôt nous allons procéder au lancement, n'est-ce pas, de ce fret aérien, la compagnie qu'on appellera Guinée Cargo. Pour l'heure, attendons de voir la matérialisation de cette autre promesse du ministre d'État des Transports. Comment amener les hommes de médias à s'intéresser au journalisme d'investigation? Une question qui préoccupe aussi l'Association des journalistes pour le développement durable, AJDD. Ce jeudi, la structure était face à la presse à Koleya pour une restitution. La démarche vise à encourager les journalistes à se faire spécialiser en investigation. Compte rendu, Diao Bachir. Le voyage d'études et d'échanges de ces journalistes en développement durable au Bénin les a permis d'acquérir et de maîtriser les techniques d'élaboration et la mise en œuvre des projets d'investigation. La longue expérience du journal La Croix au Bénin aurait servi de miroir pour ces hommes de médias. Pour beaucoup d'ailleurs, le journalisme d'investigation ici est considéré comme une façon de dénoncer certains tâches d'un système donné. Eux, au niveau de La Croix, ils considèrent que c'est une façon de donner des informations plutôt que de dénoncer. Ça leur évite, bien entendu, de se mettre à dos le gouvernement de l'administration. Cette rencontre d'échange d'expériences, selon le président de la JDD, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Initiative pour la promotion du journalisme d'investigation ». Une spécialisation dont la pratique n'est pas sans risque. C'est pourquoi d'ailleurs, une partie du projet soutenu par Osiwa Guinée a mis un accent particulier sur la sécurité. Comment un journaliste sur le terrain assure sa sécurité? Comment un journaliste assure la sécurité de l'information qu'il détient? C'est très important. Parce que si tu as un jour une information dans ton téléphone, le téléphone il peut être piraté. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir avec tout ce qui est en train d'émerger comme sextape, etc. Ce sont des questions dont il faille que nous puissions en discuter. Et ce sont ces journalistes-là qui ont été formés, qui ont aujourd'hui ce monopole-là, qui savent comment tu entretiens ton ordinateur, comment tu entretiens ton téléphone, comment tu mets en sécurité ton outil informatique pour que l'information que tu as puisse être en sécurité et qu'il puisse arriver jusqu'au niveau du citoyen. Donc c'est pour vous dire combien de fois nous avons tenu compte de tous les aspects du journalisme d'investigation pour que ces journalistes puissent se dire journalistes d'investigation. À en croire le président de la JDD, avec le soutien des partenaires, ce projet entamé va s'étendre. Dans quelques jours, vous allez avoir un site web qui va être mis en ligne et nous avons déjà une convention de collaboration avec l'ISIG pour que les journalistes qui ont été formés puissent aller à l'ISIG enseigner, donner des cours et pour que les étudiants en investigation puissent venir au niveau de l'AJDD, faire leur stage et pourquoi pas être employés parce qu'à la longue, le projet c'est ça. Pour construire un véritable état de droit, les patrons de médias et le gouvernement devraient améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, surtout ceux d'investigation, a indiqué le président de l'AGEPI. On parle sport pour dire que l'équipe nationale de patinage a présenté ce vendredi ses médailles de bronze au département des sports. Des médailles obtenues lors de la dernière Coupe du Monde de cette discipline organisée à Dakar, c'est en Indonésie. Une victoire qui suscite de la fierté, mais surtout qui nécessite la révision de la gestion des 31 fédérations dont dispose la Guinée. Soirée Boubacar. Ces médailles que vient de ramener cette équipe nationale de patinage placent la Guinée comme le 3e pays du continent dans cette discipline. Malgré l'évolution de cette fédération dans l'anonymat total, c'est-à-dire peu connu du grand public et avec des maigres moyens, ces jeunes se battent tant bien que mal pour défendre les couleurs nationales. Au regard de toutes ces difficultés qui mettent un frein à son évolution, cette fédération sollicite du soutien des autorités et dit être toujours déterminée dans la conquête des nouvelles médailles. Le manque d'infrastructures appropriées
rend difficile la pratique de certaines disciplines liées à ce sport. Avec un soutien financier, la Fédération compte faire long chemin dans la conquête de nouvelles victoires pour que son chemin ne soit pas coupé à mi-chemin. La participation de l'équipe nationale de patinage à cette compétition internationale n'a été possible que par la bonne volonté de certaines personnalités du pays, comme Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui en est d'ailleurs le parrain. Pour lui, le patriotisme dont fait montre ces jeunes vaut le soutien de tous. Ce qui est vraiment aussi enrichissant pour moi, c'est de voir qu'il y a encore dans ce pays des jeunes qui ont la fibre patriotique, qui se battent sans pour autant mettre de l'argent en avant. On pensait que réellement ces valeurs avaient disparu, mais il y en a qui croient encore à leur nation. Donc je dis merci à ces jeunes, je remercie le président de la Fédération guinéenne de patinage et nous leur assurons de tout notre soutien. Pour le secrétaire général du département en charge des sports, il est temps qu'on rationalise la gestion dans le domaine sportif en Guinée. Monsieur Kabassan, qui est le directeur national des sports, avec son équipe, de tout mettre en œuvre pour entreprendre n'est-ce pas, une discussion franche, sincère et loyale avec les 31 fédérations sportives qui sont dans ce département pour que vraiment nous puissions sortir notre sport de sa gestion médiévale. J'insiste encore sur le terme gestion médiévale. Il faudrait qu'on puisse rationaliser les choses et qu'on puisse travailler scientifiquement comme toutes les autres grandes nations. La Guinée est une grande nation de sport. La preuve est là, sans beaucoup de moyens, vous revenez d'une Coupe du Monde avec des médailles de bronze. Avec un peu plus de moyens, je crois que vous pouvez avoir des médailles d'or comme les autres pays. Cette compétition au cours de laquelle la Guinée a occupé la 3e place du podium a connu la participation de 39 pays à travers le monde, dont 11 pays africains. En Égypte, Hosni Moubarak a été finalement acquitté définitivement pour la mort de 239 manifestants en 2011. C'était lors de la révolte qui avait mis fin à ses 30 années de pouvoir. La Cour de cassation a déclaré l'ancien président innocent. Regardez. À l'énoncé du verdict, les partisans d'Hosni Moubarak laissent éclater leur joie. Après une journée d'audience, le juge a définitivement acquitté l'ancien président égyptien. C'est une décision que nous attendions depuis si longtemps. Cet homme qui a protégé notre peuple pendant tant d'années, qui n'a pas voulu fuir sa terre, qui n'a jamais tué un seul manifestant, c'est Hosni Moubarak, le héros que nous connaissons tous. L'ancien chef de l'État était une nouvelle fois jugé pour son implication dans le meurtre de manifestants en 2011, lors de la révolte qui a mis fin à ses 30 années de pouvoir. Il était poursuivi pour avoir fourni avec son ministre de l'Intérieur armes et véhicules contre les manifestants et de ne pas avoir agi pour empêcher leur mort. Des crimes que l'ancien Raïs a démentis en bloc. Au total, près de 850 personnes avaient été tuées lors du soulèvement Place Tahrir. Je ne comprends pas pourquoi il a été acquitté. Je ne veux douter de personne, mais la terre ne tourne pas rond. Les gens emprisonnés aujourd'hui sont ceux qui se sont révoltés et ceux qui les ont réprimés sont maintenant libres. Lors d'un premier procès en 2011, Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à vie. Mais après le coup d'État en 2013 du chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi, les charges avaient été abandonnées. S'en est suivi une série de procès et de recours. Cette audience était la dernière. Placé dans un hôpital militaire en résidence surveillée, Hosni Moubarak est désormais un homme libre. En France, la droite se fracture donc chaque jour un peu plus et à cette semaine de l'élection présidentielle, les défectives se multiplient au sein du camp Les Républicains. Dernière en date et non des moindres, celle de Thierry Solaire, le porte-parole de François Fillon. Le candidat de la droite a menacé de mise en examen dans l'enquête sur les emplois fictifs visant sa femme et ses 2 enfants. Plusieurs élus en appellent désormais ouvertement à Alain Juppé, finaliste de la primaire. Suivez.
Les militants, les drapeaux et les applaudissements sont là. À Nîmes, hier, on aurait pu croire que ce meeting d'un candidat en campagne ressemblait à beaucoup d'autres. Mais le candidat Fillon ne peut pas faire autrement que d'évoquer une nouvelle fois ses problèmes judiciaires et de se poser en victime. On m'attaque depuis des semaines, avec une violence sans commune mesure, avec les faits qui me sont reprochés et sur lesquels j'ai répondu point par point. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la machine à broyer, la machine à scoop, la machine à rumeurs s'est mise en marche. Mais je vous le dis, je n'ai pas l'intention de céder. Une obstination qui fait fuir certains membres de son équipe, mais pas les militants présents. Ce qui compte, c'est pas ceux qui s'en vont, c'est ceux qui restent. Exactement. C'est ceux qui vont gagner la bataille. C'est les électeurs qui vont gagner la bataille. L'hémorragie des défections ne semble pourtant que commencer. Ce matin, le propre porte-parole de François Fillon fait une annonce tonitruante. Organisateur de la primaire, j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de François Fillon. Dans la pagaille générale, un nom ressort, Alain Juppé, qui serait finalement prêt à remplacer François Fillon selon son entourage. À 51 jours du premier tour, le temps presse. Le maire de Bordeaux, arrivé second aux primaires de la droite, pourrait reprendre le flambeau en catastrophe. Un sondage annonce vainqueur du tour qui se présente. Un coup sévère qui vient d'être porté aux djihadistes de Daesh en Syrie. La ville de Palmyre leur a été reprise une nouvelle fois. Le drapeau syrien flotte d'ailleurs à nouveau sur la ville, car appuyés par les frappes de l'armée russe, les forces du régime de Damas ont pu pénétrer dans la cité historique ces dernières heures, s'employant également à déminer ces lieux. Suivez. Face à la puissance de feu des hélicoptères russes et à la percée rapide des troupes syriennes, les djihadistes n'ont cette fois opposé qu'une résistance symbolique, préférant se retirer de la ville. Un mois et demi après en avoir perdu le contrôle, le régime et ses alliés sont donc à nouveau maîtres de Palmyre. De premiers clichés diffusés par les soldats laissent entrevoir les dernières destructions perpétrées par les combattants islamistes sur le site antique. Jusqu'ici, seules ces captures satellites attestaient de ces nouvelles démolitions. Des experts seront très vite chargés d'évaluer les dégâts sur le site millénaire. Mais l'armée syrienne doit auparavant déminer la zone et sécuriser la périphérie de la cité antique, un trésor qu'elle avait été incapable de protéger il y a 1 mois et demi. Enfin, ce journal, merci à toute l'équipe technique rédactionnelle d'Africa Today. Bonne suite de programme chez vous. Au revoir.